Eh bien, bonsoir, chers amis. Jean-Yves souhaitait que nous ayons avec Nicolas cette rencontre ce soir. Elle vient d'avoir lieu. Je voudrais vous dire l'estime considérable que j'ai pour Nicolas Hulot, qui a fait un extraordinaire et rapide parcours dans le bon sens, et qui, après avoir été d'abord un grand sportif, est devenu très vite un grand admirateur de la nature, et ensuite, perméable au discours écologique, nous a rejoints. Et il est sans doute aujourd'hui le tout premier porte-parole des idées que nous défendons dans ce pays et ailleurs également. Et c'est une grande chance pour nous de le voir entrer par la fiction du cinéma dans le grand club de Cavaillon, où nous comptons déjà d'autres noms qui honorent le combat écologique en France. Je pense à Corinne Lepage. Et de ce point de vue, il faut vraiment que nous prenions conscience de la chance que nous avons, qu'il y a une relève, en tout cas dans ces deux personnes-là, que nous connaissons bien et qui portent très haut et très fort le message que déjà nous portons depuis si longtemps les uns et les autres. Corinne est très très présente dans les médias, vous la voyez très très souvent, toujours très pertinente. Nicolas, bien entendu, également, de sorte qu'on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a un après-commandant Cousteau, parce que je disais il y a quelques mois à Bruxelles à Nicolas Hulot, où nous nous rencontrions invités par l'Union européenne, qu'il se devrait d'occuper la niche écologique libérée par le départ du commandant Cousteau, dont on parle trop peu à mon avis et qu'on a trop vite oublié. Et je pense qu'il faut des grands porte-paroles médiatiques pour l'écologie et qu'ils en sont. Alors Jean-Yves me demande de faire une conférence, me fixe un thème et me dit « tu racontes n'importe quoi ». Mais je ne vais pas raconter tout à fait n'importe quoi. Je voudrais évoquer ici de grandes figures qui, en prenant pour le coup alors des risques, puisque le risque est à l'ordre du jour aujourd'hui, des risques personnels, des risques physiques, nous ont fait connaître la nature telle que nous la connaissons aujourd'hui, et c'est bien parce que nous la connaissons au moins un petit peu que nous pouvons prétendre prendre les mesures requises pour la protéger et pour la conserver, puisqu'on parle tantôt de protection, tantôt de conservation de la nature. Ce mouvement, en Occident, en tout cas, nous resterons en Occident, a commencé dès l'Antiquité, lorsque la science a émergé en Grèce, à une époque où ce concept n'existait pas. C'est un concept propre aux Grecs, que les Grecs nous ont donné. Nous en parlerons d'ailleurs demain soir au Taillade. Le monde à l'époque était petit, c'était le monde méditerranéen, de l'ensemble gréco-romain. Alors pour vous en fixer les dimensions, on va l'imaginer, ce monde, il n'est pas du tout comme on le voit aujourd'hui. Alors à l'est, ça allait jusqu'au Pakistan, parce que Alexandre le Grand a été jusqu'au bord de l'Indus avec ses armées 3 siècles et demi avant Jésus-Christ. Et donc on connaissait effectivement Bagdad, et on connaissait la Perse. Bagdad n'était pas encore fondée à l'époque. À l'ouest, on n'allait pas loin du tout. On traversait Gibraltar et on cabotait le long des côtes du Maroc sans aller plus loin, parce que les anciens occidentaux, j'entends, n'étaient pas des grands navigateurs. Les Arabes étaient, eux, des grands navigateurs. Et eux connaissaient déjà l'Inde et l'océan Indien et toute la partie orientale de l'Afrique, qui nous était totalement ignorée, parce que pour nous, l'Afrique, c'était la Libye
Et la Libye, c'était quelque chose qui bordait la Méditerranée et qui, au sud, s'arrêtait selon une ligne étrange qui allait du bout de la mer Rouge jusqu'au sud du Maroc. C'est-à-dire que c'était une Afrique qui était rectiligne et qui n'avait pas de corps. C'était une toute petite Afrique. Quant au nord, alors, c'était les sombres forêts de Germanie. Tout ce qui était au-delà du Rhin et au-delà du Danube était extrêmement mystérieux et on ne s'y aventurait pas. Il y avait là des populations considérées comme sauvages et barbares, et même les Romains, dans la plus grande époque, au 1er siècle, n'ont pas osé aller plus loin que le Limès, la frontière qu'ils avaient fortifiée le long du Danube et le long du Rhin. C'était ça, le monde antique. C'était ça, le monde antique, et il y avait dans ce monde antique des personnages tout à fait remarquables. D'abord en Grèce. En Grèce, il y avait Hippocrate, qui a vraiment inventé la médecine parce qu'il l'a sorti de la superstition. La médecine, ça a été pendant des millénaires et partout dans le monde un monde de gris-gris. Hippocrate a cherché les causes des maladies, pensant qu'on ne pouvait affronter une maladie qu'en comprenant comment celle-ci fonctionnait, comment elle s'était emparée de vous. Et il a eu un mérite très actuel, puisqu'il est aujourd'hui au centre du débat, c'est qu'il avait inventé cette idée que, faute de savoir bien sûr guérir toutes les maladies, on pouvait soulager la souffrance grâce à l'opium, et il utilisait sans réserve l'opium pour soulager ses malades. Nous avons été assez sots pour mettre de nouveau un siècle à nous décider à utiliser la morphine pour soulager les grandes souffrances, comme nous commençons enfin à le faire maintenant. Les Anglais ont été plus rapides que nous pour en arriver là. Ce sont les soins palliatifs. Il y a tout à faire dans ce domaine encore. Mais là, nous sommes dans la lignée d'un grand médecin grec qui avait déjà eu cette idée que, bien sûr, on ne pouvait pas guérir toutes les maladies, mais qu'on pouvait en tout cas abréger les souffrances. Il disait aussi quelque chose de très moderne. Il disait que ton aliment soit ton médicament. Il avait cette idée qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve en Inde et dans de nombreuses civilisations, que l'alimentation est à la base de la santé. Et comme nous voyons aujourd'hui que, par exemple, l'hypertension, le diabète, l'obésité sont immédiatement liés à une mauvaise nourriture, et ceci est tout à fait spectaculaire avec les fast-food américains, nous voyons que Hippocrate avait vu juste en proposant à ses malades des régimes alimentaires en même temps que des médicaments. Il y a un autre personnage, mais parce qu'il est amusant, je le cite, celui-là, qui est l'historien de l'Antiquité grecque, Hérodote, qui nous a raconté théoriquement l'histoire, mais pratiquement en fait des histoires. J'ai trouvé tout à fait amusant la manière dont Hérodote nous raconte comment on récolte la cannelle, parce que de la cannelle, il ne savait rien du tout. C'était les Arabes qui circulaient déjà en boutre sur l'océan Indien, qui ramenaient la cannelle pendant l'Antiquité. Ça a été l'épice la plus anciennement connue de ce monde antique que j'évoque en ce moment. Alors on lui avait raconté ceci, on lui avait raconté qu'il y avait à quelque part mystérieux d'énormes oiseaux qui étaient assez gros pour écorcer les arbres et qui mettaient l'écorce des arbres dans leur nid, et que ces nids étaient très très haut perchés et que personne n'avait évidemment la possibilité de grimper sur les arbres parce qu'ils étaient trop hauts. Alors on mettait des gros morceaux de viande par terre et les gros oiseaux venaient s'emparer des gros morceaux de viande et les monter dans leur nid. Et quand on mettait beaucoup de viande, il y avait beaucoup de viande dans les nids, et les nids devenaient très lourds, et ils versaient, et la cannelle tombait par terre avec la viande. Alors on récoltait la cannelle, et voilà comment se faisait la récolte de la cannelle. C'est amusant comme tout, parce que c'est la manière dont on voyait les choses, on racontait ce que les autres racontaient. Ça se faisait beaucoup dans l'Antiquité. On ne vérifiait pas, d'ailleurs on ne pouvait pas le vérifier, puisque personne n'avait été dans le pays où ça se passe. Dans mon dernier livre sur les épices, j'ai longuement raconté l'histoire très haut en couleur des épices, et dans cette historique, il y a beaucoup d'épisodes de ce genre qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité historique, mais qu'on a raconté pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui encore, on raconte de la même façon ce que Pline nous a raconté. Cette fois-ci, c'est un latin. Pline l'Ancien, lui, il avait pour le coup le sens du risque. Alors il a écrit une histoire naturelle en 36 volumes,
qui est un très gros pavé, qui est encore publié aujourd'hui et qu'on peut lire, qui est parfois très, très intéressant à lire. Il écrit par exemple comment à Rome il y a des modes concernant les parfums, comment tel parfum est très très à la mode pendant 2 ans, 3 ans, puis la mode passe parce qu'on a trouvé un autre parfum dans une autre région qui est plus dans l'esprit du temps, mais ce parfum ne dure pas non plus parce que l'esprit du temps change. Et il a par exemple là-dessus un texte qui pourrait être écrit la semaine dernière et qui est d'une actualité parfaite. Par contre, il écrit aussi avec beaucoup de détails comment d'énormes arbres de plus de 100 mètres de haut poussent au fond de la mer. Alors ça, c'est pas actuel du tout parce que jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas trouvé d'arbres au fond de la mer. Mais pour vous montrer qu'il prenait des risques, puisqu'il s'agit de risques, il n'était pas naturaliste de métier, ça n'existait pas. Il était préfet, mais les sciences naturelles, c'était son hobby. Et il était préfet maritime de Rome. Et il se trouvait sur la mer avec une flottille de bateaux, quand subitement, en août 79, pas 1979, 79, le Vénus est entré brusquement en éruption. Alors il semble que ça a été extraordinairement spectaculaire, car quelques témoins qui ont résisté à ce malheur nous l'ont décrit. Et ces matelots l'ont supplié de faire marche arrière et de revenir au plus vite au port. Mais il a dit non, 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 non. Il était curieux de voir comment ça se passait en allant tout près. La fortune sourit aux audacieux. C'est de là que vient l'expression. Alors on a navigué vers la côte, vers Pompéi, et puis bien sûr, les émanations méphitiques, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire sulfureuses, ont asphyxié tout le monde, et c'est ainsi qu'on a perdu Pline et tous ses navigateurs, et qu'il n'a pas pu nous raconter comment se passait l'éruption du Vésuve. Vous voyez qu'il y avait parfois des naturalistes qui risquaient leur peau et qui la perdaient à vouloir nous faire des relations précises de ce qu'ils observaient. Tout ce que ces gens ont écrit ne nous est parvenu que dans des documents qui ont été copiés, recopiés, recopiés encore par des copieurs, puisqu'on n'avait pas inventé l'imprimerie. Et pour ces textes de l'Antiquité, ceux que l'on détient aujourd'hui ont en gros petitement 1000 ans d'âge. Pour les évangiles, le texte le plus ancien que l'on ait est un tout petit fragment datant en gros de l'année 160. On n'a pas les originaux, les copistes recopiaient chaque fois les documents qui avaient été écrits par les auteurs de l'Antiquité. Et alors il est très très probable que les copistes aient raconté encore d'autres histoires et rajouté de l'histoire, si bien que nous avons à la fois ce qu'a écrit l'auteur et puis ce que les autres ont cru devoir ajouter, corriger. C'est en tout cas très très vrai pour les schémas et pour les dessins. On reste pantois quand on voit les documents anciens de la manière dont ils ont illustré, par exemple, la sauge et le romarin. Ça ne se ressemble pas du tout, du tout, du tout. Aucun botaniste... aucun jardinier n'est capable de reconnaître les plantes aux images qu'on en a dans les textes de l'Antiquité parce que les copieurs s'en sont donnés à cœur joie et ne connaissant pas eux-mêmes la plante, l'ont inventée un petit peu à leur manière. Mais ça, c'était aussi la méthode de fonctionnement du Moyen-Âge où on regardait vers le ciel, où on avait un corpus définitif qui remplaçait toutes les sciences et qui était la Bible, et qui vous expliquait au mot à mot comment les choses se sont passées, c'est-à-dire qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher ailleurs. On savait que, par exemple, l'homme avait été créé dans un jardin, homme et femme, et que voilà, donc, M. Coppens n'avait pas une autre histoire à raconter, puisque c'était à celle-là qu'on était accroché et à laquelle on croyait. Par contre, pour l'observation fine et détaillée des phénomènes de la nature, on n'était pas doué au Moyen-Âge. Mais on se contentait d'une vision symbolique. C'est très net en ce qui concerne, par exemple, les fleurs que l'on mettait dans la main des saints. On mettait dans la main de Saint Joseph un lys. Alors, dans les Saint Joseph sulpiciens, je pense à notre ami le Père Brune, qui est prêtre de Saint-Sulpice, on mettait un vrai lys qui ressemble à un lys, même si la statue du Saint Joseph en plâtre ne ressemble sans doute pas beaucoup à un Saint Joseph. Mais par contre, sur le manteau bleu du sacre des rois de France,
on avait dessiné des lys, puisque c'était l'emblème de la monarchie française, mais si vous regardez ces lys, ça ne ressemble pas du tout à des lys. Ça ressemble un peu à un as de pique, avec quelque chose qui est vertical au centre, et puis 2 morceaux à droite et à gauche. Et si vous avez jamais vu un lys qui a quelque chose au milieu, vous me le montrerez. Moi, j'en ai jamais vu. Il y a un trou au milieu de la fleur de lys, mais ça ne gênait pas du tout les gens du Moyen-Âge que le lys ne ressemblât pas du tout à un lys. D'ailleurs, semble-t-il, c'était un iris qui avait inspiré la représentation symbolique du lys. Vous voyez qu'à cette époque, la science n'était pas comme aujourd'hui. On n'allait pas dans le détail. Le sens symbolique des choses l'emportait sur la réalité matérielle. Puis on lisait les textes sacrés au mot à mot, à la lettre, comme on lit d'ailleurs aujourd'hui encore le Coran. On n'avait pas inventé l'exégèse des textes et on n'avait pas marié encore la réflexion scientifique avec la réflexion théologique. Et alors arrive la Renaissance dont nous allons parler. La Renaissance nous arrive par un long chemin. Et ce long chemin passe d'abord par Alexandrie, où vraiment la science grecque se donne à fond et collecte dans l'immense bibliothèque, la plus grande du monde antique, occidental en tout cas, toutes les connaissances de tous les savants, de tous les penseurs, de tous les philosophes de l'Antiquité. Mais malheureusement, cette bibliothèque brûle et Alexandrie est prise par les Arabes après l'émergence de Mahomet et de l'islam. Et alors, cette science des Grecs se déporte dans une ville qui prend alors un prestige et un renom exceptionnel et qui devient la ville la plus brillante de l'Occident, c'est Bagdad. D'abord, c'était Damas. L'islam a commencé d'abord, bien sûr, à la Mecque et à Médine, mais ensuite le califat est passé à Damas avec les Omeyyades qui nous ont laissé la mosquée superbe que certains d'entre vous connaissent. Et puis ensuite, les Omeyyades ont été remplacés par les Abbassides qui se sont installés à Bagdad et qui, à Bagdad, ont cumulé la science du monde entier. Ils ont cumulé la science des Hindous, parce qu'ils connaissaient l'Inde, des Perses, des Grecs. Ils ont fait un travail colossal. Ils nous ont conservé la pensée de Platon, d'Aristote. De là, il y a eu des migrations de scientifiques vers l'ouest. Alors ça a été le grand moment de Cordoue et puis aussi de Tolède. Et puis il y a aussi un peu plus tard l'école de médecine de Salerne. Et c'est vers l'ouest du bassin méditerranéen que la science grecque s'épanouit, alors que petit à petit Bagdad recule de nouveau. Et c'est de Salerne et c'est de Tolède que nous avons recueilli la science de l'Antiquité que les Arabes nous ont conservée. Parce que dans les monastères du Moyen-Âge, il ne restait plus rien, ou à peu près plus rien, ou de vagues traces, de vagues souvenirs, mais très lointains, on n'avait pas les textes. Et puis cette science a convergé à Montpellier, qui est devenue la grande ville des sciences naturelles, la capitale de la botanique, la plus ancienne université de France, pratiquement à la même époque où on a vu émerger les universités à Paris sous Saint-Louis. Et alors là, on a réappris à regarder à terre et à comparer les plantes dessinées dans les livres de l'Antiquité avec les plantes réelles. Et là, on a vu émerger ce que nous appellerions aujourd'hui la science. On a aussi commencé à disséquer des cadavres pour voir comment s'était fabriqué un corps humain. Et de proche en proche, la curiosité par rapport à la nature s'est alors beaucoup développé et nous sommes entrés dans la Renaissance avec la période des grandes découvertes à laquelle nous allons nous consacrer pendant quelques instants, encore que cette notion de grande découverte est une notion terriblement, terriblement occidentale. On dit, n'est-ce pas, les Portugais ont découvert l'Inde en 1498 avec Vasco de Gama. Bon, alors du coup, on a découvert l'Inde en 1498. Mais si moi j'étais arabe, je dirais non, pas du tout. Nous avons découvert l'Inde plusieurs siècles avant Jésus-Christ et nous étions tout à fait à l'aise pour négocier et naviguer vers Calicut ou vers les grands ports de la côte occidentale de l'Inde que nous, les Arabes, nous connaissions bien et depuis bien plus longtemps que vous. Alors ça, c'est l'histoire, chers amis. Ah, l'histoire. L'histoire, c'est quelque chose d'étonnant, l'histoire, parce que nous regardons l'histoire à notre porte à nous. Si les Chinois écrivent l'histoire, il n'y a pas d'époque des grandes découvertes qui
correspond à notre Renaissance, parce que notre Renaissance, c'est à nous. C'est notre Renaissance. Et on pourrait réécrire l'histoire de manière différente dans chaque pays. Pire encore, on écrit l'histoire de manière parfois discutable dans son propre pays. Nous allons assister, alors je ne peux pas m'empêcher de faire cette remarque, nous allons assister demain et après-demain et les jours qui viennent à la célébration du 40e anniversaire du traité franco-allemand. Et à cette occasion, on va donc nous dire que De Gaulle et Adenauer, en 1963, ont réconcilié la France et l'Allemagne. Toute la France croit ça. C'est marqué dans tous les livres d'histoire. Les livres des gosses que je vois, moi, manuel scolaire, pensent en effet que la France et l'Allemagne se sont réconciliées en 1963. Mais c'est un faux historique. J'ai une lettre, elle est là dans mon sac, elle est là dehors, du chancelier Adenauer à Robert Schuman, ce jour-là précisément, qui lui dit « Je ne suis pas dupe, je sais bien que la réconciliation de la France et de l'Allemagne, c'est à vous qu'on la doit. On vous la doit en particulier à ce jour où vous m'avez introduit en 1947, où il fallait prendre des risques pour se mettre bien avec les Allemands, qui étaient quand même vraiment mal vus parce qu'ils avaient vraiment déraillé. Vous m'avez introduit en 1947 au Conseil de l'Europe. Et ça a été le moment historique où la Communauté des Nations a accueilli en son sein l'Allemagne. Et ensuite, nous avons fait ensemble le traité du charbon et de l'acier qui a fondé l'Europe communautaire et qui est le point de départ de notre Europe. Donc il s'est passé d'innombrables choses avant ce traité de 63 et peut-être que ça serait le moment de l'évoquer en ces jours-ci, ce qui n'enlève d'ailleurs aucun mérite à Charles de Gaulle et à Adenauer d'avoir lié par un traité la France et l'Allemagne, donc ils ont tout à fait bien fait, mais il ne faut pas réécrire n'importe comment l'histoire. Or, toute l'histoire est probablement écrite comme ça. Je voyais avant-hier un film sur Charlemagne et je voyais le moine qui, à côté de lui, prenait note de ce qu'il lui disait d'écrire. Bon, il ne lui disait pas d'écrire ses turpitudes, évidemment, ni ses échecs. Et il lui disait d'écrire ce qui allait bien, quitte peut-être à toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est le seul écrit que l'on ait de la vie de Charlemagne, donc c'est comme ça qu'on voit Charlemagne. C'est peut-être pas le vrai qu'on voit. On voit celui qui a été passé à travers les lunettes de ce moine qui l'accompagnait au jour le jour pendant toute sa vie. Cette parenthèse étant fermée, mais riche de réflexions possibles et potentielles, nous venons donc à notre Renaissance à nous. Et notre Renaissance à nous met en scène deux personnages qui tous les deux ont pris de grands risques, parce que c'était risqué de voyager à l'époque, et qu'on risquait surtout de parvenir. Le premier de ces personnages n'est pas du tout connu, le second non plus, s'appelle Pierre Belon, pas Melon, hein, Belon. Il était du Mans. Il avait été pris en charge pour payer ses études par l'archevêque du Mans qui était passionné de botanique. Donc il est devenu botaniste. Et il a voyagé. Il a été, comme on le faisait beaucoup à l'époque, en Terre Sainte. Et alors il a découvert à Constantinople un arbre qui n'existait pas en Occident, le platane que vous voyez toujours encore aujourd'hui sous les murs d'Istanbul. Le platane qu'on appelle aujourd'hui le platane d'Orient. Il nous a ramené ce platane, à nous qui n'avions pas de platane, et il a cultivé les premiers platanes sans un très grand succès dans quelques jardins de France, pas vraiment dans le Midi, et il faut attendre Napoléon pour qu'on voit le platane se développer dans la France entière et dans le Midi en particulier, où il abrite du soleil les petites places ombragées avec les fontaines. C'est pas très loin, vous voyez, ça remonte à l'époque de Napoléon. Et c'est ainsi que nous avons maintenant des platanes partout. Mais enfin, le platane que nous avons partout n'est pas le platane que Belon a ramené, parce que le platane a une histoire tout à fait extraordinaire. Il y avait autrefois un platane partout, dans l'hémisphère nord. Et puis l'hémisphère nord, il y a 130 millions d'années, s'est fragmenté en deux morceaux avec au milieu un trou qui était l'océan Atlantique. Et voilà donc qu'il y a eu des platanes qui sont partis en Amérique et d'autres qui sont restés en Europe. Et il y avait par conséquent le même platane des deux côtés de l'océan.
Mais l'évolution a fonctionné, a fait bouger petit à petit ces espèces désormais sans contact entre elles, puisqu'il n'y avait pas d'oiseaux ni d'insectes qui pouvaient traverser l'Atlantique pour polliniser avec du pollen d'Orient, avec du pollen européen, le pollen américain. Donc chaque platane a évolué pour son propre compte. Là-dessus sont arrivées les glaciations, qui ont terriblement rapoté l'Europe occidentale, qui ont fait que, ici même à Cavaillon, qui pourtant est le sud, il y avait quelque chose comme une toundra. Alors surtout pas de platane, il y avait à la limite des bouleaux et des mélèzes. C'était il y a 25 000 ans. Dernière grande glaciation, et le platane a complètement disparu de l'Europe occidentale. Mais par contre, il est resté en Turquie, où il n'y avait pas l'effet aussi massif et dévastateur des glaciations. C'est pourquoi il n'y a pas de platane ici. C'est pourquoi on a trouvé là-bas. Et le platane qu'on a ici a une histoire tout à fait étrange, qui est une sorte d'énorme défi aux lois de l'évolution. C'est que quand on a été en Amérique, découvrir l'Amérique, on a trouvé les platanes qui étaient restés, eux, en Amérique. Et on en a ramené au jardin botanique de Kew, en Grande-Bretagne. Et puis on l'a planté, comme ça, par hasard, à côté de platanes qui venaient d'Istanbul. Un petit peu différent, les feuilles sont plus pointues aux platanes d'Orient. Et alors ils ont fait un bébé. Chose inouïe. Parce que généralement on ne fait pas de bébé avec un être qui a été séparé de vous pendant 130 millions d'années. Ça n'existe pas. Pendant 130 millions d'années, quand on est séparé en deux populations, chaque population évolue pour son compte et le résultat, c'est qu'elles ne sont plus interfertiles. Eh bien, figurez-vous que le platane était resté interfertile pendant cet extraordinaire 130 millions d'années. Et alors, ce petit bébé a donné les platanes que vous voyez partout ici, et qui est un platane hybride entre le platane d'Orient et le platane d'Occident. Alors, Belon, pendant son voyage, il a pris des risques. Il s'est intéressé au marché de la drogue, dans les bazars d'Istanbul, ce qui était dangereux. Il a relaté la manière dont les Turcs mangeaient l'opium. Et probablement il y a goûté aussi. Et puis il a remonté les chaînes d'approvisionnement de ces marchés, qui n'étaient pas vraiment des marchés parallèles, parce qu'il n'y avait pas encore d'interdiction légale du marché des drogues. Mais on a cru qu'il avait mis son nez où il ne fallait pas, parce que, rentrant dans sa maison à Paris, sise au bois de Boulogne, qui à cette époque, c'était l'époque de François Ier, était un coupe-gorge pire encore qu'il ne l'est aujourd'hui, il a été assassiné 3 semaines après son retour, probablement parce qu'il en savait trop. C'est ainsi que se termine l'histoire de ce premier naturaliste qui nous a apporté des informations sur le commerce de l'opium et sur les platanes en Occident. Alors le deuxième personnage, toujours de cette époque-là, donc de la Renaissance, c'était le père Thévé, qui était un franciscain, qui lui s'est aventuré dans une opération à très haut risque pour le coup. C'est l'épisode de la France antarctique. L'épisode de la France antarctique, c'est que nous avons tout d'un coup eu une idée. Nous n'avons pas admis que les Portugais s'installassent à Rio, et nous nous sommes dit, après tout, nous pourrions y aller aussi. Alors on y a été aussi, et on s'est installé sur une île qu'on a baptisée la France antarctique, en 1554, avec comme objectif d'envahir ce qui est aujourd'hui le Brésil. Ruffin, dans son roman La France antarctique, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière, a raconté cette histoire, qui est une histoire tout à fait extraordinaire et étrange, parce qu'on a eu aussi l'idée saugrenue de mélanger sur cette île des protestants et des catholiques en espérant qu'ils deviendraient œcuméniques, ce qui n'a pas marché du tout, ils se sont horriblement disputés, et puis ça a été tellement mal que les Portugais nous ont vidés, et puis qu'on est revenu. Mais le père Thévé, lui, sur son île, il faisait de la botanique. Alors il a réussi à mettre parfois le pied sur le continent. Il en a ramené un certain nombre de plantes, en particulier, semble-t-il, les arachides et les ananas.
Puis il a rapporté le tabac. Et quand il est revenu, il avait ramené des graines de tabac. Il les a plantées dans la région d'Angoulême. Et il était donc celui qui a ramené le tabac en France, si bien que le tabac en latin devrait s'appeler logiquement Tevesia, du nom du père Thévé, selon les normes en usage dans les sciences naturelles. Mais ça n'a pas été le cas parce que l'ambassadeur de France au Portugal, qui s'appelait Nico, a reçu, lui, de son côté, cette fois-ci, des Portugais, qui, eux, occupaient bien, en effet, ce qui est aujourd'hui le Brésil, des graines de tabac. Et le tabac a été planté à la cour de France, et la poudre de tabac, semble-t-il, guérissait les migraines célèbres de Catherine de Médicis. Et alors, un botaniste qui était du côté du Manche a triché un petit peu avec les usages, et pour se faire bien voir à la cour, a baptisé le tabac Nicotiana, l'herbe de Nico. Le père Thévé a été très vexé. Il a été très vexé alors qu'il a eu un lot de consolation. On a trouvé une autre plante du Brésil qu'on lui a dédicacée sous le nom de Tevesia. Tous ceux d'entre vous qui ont mis le pied une seule fois dans leur vie sous les tropiques, ou que ce soit n'importe où, qui ont été à l'hôtel, ont traversé les jardins tropicaux classiques qu'il y a autour de tous les hôtels de tous les tropiques autour de la Terre, et ils ont vu, s'ils ont bien regardé, du Tevesia. C'est très facile à reconnaître, c'est un petit buisson qui donne des fleurs jaunes en cloche, très spectaculaires et très belles, de sorte que le père Thévé, il a eu une belle plante à son actif. Une petite note d'actualité. Pourquoi donc Catherine de Médicis soignait ses migraines avec du tabac? Bien parce que le tabac est analgésique. Le tabac est analgésique à cause de la nicotine. On ne savait pas du tout qu'il était toxique à l'époque. Il a fallu attendre très très longtemps pour savoir que le tabac était dangereux. Moi, j'ai passé mon agrégation en 1961, et parmi les questions de cours qu'il fallait exposer sous forme d'un cours magistral, il y avait le tabac. Et alors nous discutions entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on dit sur le tabac. Parce qu'on commençait à dire qu'il était peut-être nocif pour la santé. Mais ça dépendait du jury. Si le jury était composé de gens qui disaient qu'il n'était pas toxique, il ne fallait surtout pas dire qu'il était toxique. Et si le jury était composé, par exemple, de M. Paris, alors il fallait dire qu'il est probablement toxique. Et comme M. Paris fut président du jury, celui d'entre nous qui a tiré le tabac a donc dit qu'il était probablement toxique. Bon, on n'en savait rien. On a commencé à connaître les effets nocifs du tabac sur la santé en 1965. C'est quand même extraordinaire parce qu'on fumait déjà depuis 150 ans. Et vous voyez que parfois la science est très longue à la détente et qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui nous tue. Mais une fois qu'on l'a compris, il faudrait faire des efforts pour que ça ne nous tue plus et pour que le tabac redevienne un analgésique, en tout cas par son principe actif, la nicotine, qui s'avère avoir des propriétés tout à fait intéressantes sur les phénomènes de mémorisation et qui est très étudié actuellement comme potentiel médicament futur de la maladie d'Alzheimer, de sorte qu'une mauvaise plante peut en devenir une bonne selon le bon ou le mauvais usage qu'on en fait. Alors les voyages se suivent, il y a de plus en plus de gens qui circulent et qui ramènent des plantes et des animaux d'un peu partout dans le monde, et alors tout ça s'accumule dans ce qu'on appelle les cabinets, et en particulier dans le cabinet du roi, où règne une pagaille indescriptible de caisses et de cages avec des animaux et des bestioles de toutes couleurs et de toute allure, et tout ça dans un plus parfait désordre. Alors on se dit, c'est pas possible que le bon Dieu ait fabriqué un pareil désordre. Il doit y avoir un ordre dans la nature. Et là entrent en jeu les classificateurs, et on entre dans l'ère des classificateurs, dans ceux qui vont vouloir mettre de l'ordre dans la nature. C'était une idée qui était partout répandue à l'époque. Si on avait dit que la nature c'est le hasard, comme c'est à la mode de le dire aujourd'hui, ou mieux encore le chaos, eh bien nos ancêtres n'auraient pas compris du tout de quoi on aurait parlé, parce que c'était des concepts qui leur eussent été totalement étrangers. Alors pour mettre de l'ordre, on va regarder comment ça se ressemble, plantes ou animaux entre eux, et on va grouper ce qui se ressemble. Et par exemple, un savant d'ici, puisqu'il est né à Aix-en-Provence,
Tournefort, pardon, et qu'il est devenu professeur au Jardin du Roi à Paris, a eu l'idée de mettre ensemble dans des mêmes groupes, dans des mêmes familles de plantes, toutes les plantes qui avaient les mêmes corolles. Et c'est vrai que les plantes ont des corolles très différentes. Il y a des corolles qui sont plates, des corolles qui sont en cloche, des corolles qui sont en tube profond, des corolles qui sont à deux lèvres, toutes sortes de types de corolles. Alors il classe les plantes selon leur corolle. Et alors on le critique. Et on lui demande pourquoi il ne s'intéresse pas aux étamines et aux pistils, qui à son époque étaient subitement devenus à la mode parce que des Anglais et des Allemands avaient déclaré que c'était les organes sexuels des plantes. À son époque précisément. Et qu'il avait un collègue qui s'appelle M. Vaillant et qui a diffusé ses connaissances en France. Et M. Tournefort a dit que M. Vaillant, il se trompait complètement. Et que c'est vrai qu'il sortait bien quelque chose des étamines, mais que c'était le caca des plantes. Qu'il n'y avait pas du tout lieu d'y voir quelque sexualité, la sexualité étant réservée au règne animal et à ce qu'il a fait de mieux, c'est-à-dire nous. Et il s'est ainsi obstiné à ne pas vouloir accepter l'idée qu'il y ait une sexualité chez les plantes. Alors on a voulu lui faire des démonstrations, car c'est à l'époque exactement qu'on a découvert le microscope. Il n'a pas voulu y mettre l'œil dessus. Il a dit que ça risquait de le troubler et que par conséquent, il préférait continuer à penser ce qu'il avait observé avec ses yeux à lui, parce qu'il pensait que ses yeux, ça lui suffisait bien. Il aurait eu horreur des ordinateurs et des nouvelles technologies et il serait resté un archaïque s'il avait vécu à notre époque. Mais très peu de temps après lui a émergé un personnage que vous connaissez tous qui s'appelle Linné, le grand Suédois, qui lui a donné une publicité extraordinaire à la sexualité des plantes. Il a pris à son compte les idées de Vaillant, elles-mêmes reprises de l'allemand Camerarius et de l'anglais Jérémie Groux. Et donc il a dit qu'il y avait effectivement chez les plantes un sexe mâle et un sexe femelle. Et comme il n'avait pas d'autre référence que la sexualité humaine, eh bien, il a plaqué la sexualité humaine sur la sexualité des plantes. Et alors, il a parlé des étamines qui étaient les maris ou les concubins ou les amants, et puis des pistils qui étaient elles-mêmes des concubines ou des maîtresses ou des amantes, et sa femme qui lui était fidèle et qui avait un caractère de chien, mais il eut le mérite de la supporter toute sa vie. Il l'a baptisée Mon Lys Monandre, lys parce que symbole de pureté, et Monandre parce qu'il n'y en avait qu'une seule, et qu'elle n'avait qu'un seul mari, et comme elle n'avait qu'un seul mari, elle était donc Monandre, et c'était son Lys Monandre. Et c'est comme ça, par un langage imagé, que Linné évoquait les plantes. Alors j'ai commencé un peu ma vie par rapport aux médias en faisant un bouquin qui s'appelait Évolution et sexualité des plantes, où j'avais fait à peu près les mêmes types de comparaisons. Je n'avais pas lu Linné à l'époque, alors j'avais trouvé ça très malin. Non, c'était pas malin du tout. Il fallait simplement lire les grands auteurs qui vous précèdent et vous apercevez que vous n'inventez rien du tout et que tout a souvent été dit et redit et maintes fois dit et redit. Mais c'est vrai que je m'étais amusé à faire des comparaisons entre la sexualité des plantes et la sexualité des animaux. Puis alors Linné avait un dada, c'était de donner des noms aux animaux et aux plantes. Et alors pour leur donner des noms, il inventait des trucs extraordinaires. Son imagination était sans borne. Je vous disais qu'il avait été fidèle à sa terrible femme pendant toute sa vie, qui vraiment l'a fait damner. Et il tombait amoureux platoniquement par-ci par-là de quelques botanistes. Et il avait reçu une lettre d'une vieille demoiselle anglaise. Il y avait beaucoup de vieilles demoiselles anglaises qui faisaient de la botanique à l'époque, encore aujourd'hui, qui avaient circulé en Afrique du Sud et qui lui avaient envoyé une plante étrange. Et il était tombé platoniquement amoureux de la vieille demoiselle et il lui avait écrit des lettres enflammées. Et il lui a écrit « Souffrez, madame, que nous faisions un enfant ensemble ». Et il lui a dédicacé, elle s'appelait Mrs. Monson, une plante qu'il a baptisée le Monsonia. Et c'est pourquoi le Monsonia porte aujourd'hui ce nom-là, parce qu'il avait été dédié par Linné à la femme de ses rêves. Plus drôle encore est l'histoire des Comélina, que certains d'entre vous connaissent. Ce sont les misères en particulier. Ce sont des plantes qui ont
3 pétales d'un très beau bleu. Mais il y en a un qui est tout petit. Alors, il les a baptisés Comélina, parce que dans la famille Comelin, qu'il connaissait bien, il y avait 2 botanistes et un 3e qui avait été trop bête pour devenir botaniste. Alors, le 3e qui était trop bête, on lui a dédié le tout petit pétale raté. Et aux 2 qui avaient été brillants, on a dédié les 2 gros pétales. Et c'est comme ça que la famille des Comélinacées a été baptisée. Alors, si on avait du temps, on pourrait faire toute une conférence sur ce thème. Vous verriez que Linné avait une imagination sans borne. Mais c'était un froussard. C'était un froussard extraordinaire. Il n'a pas pris de risque du tout. Il a été une seule fois faire un voyage au nord de la Scandinavie. Il a failli traverser la mer pour aller sur une île. Mais soufflé ce jour-là, un vent marin méchant qu'on appelle le Maelstrom, qui lui a fait une peur panique. Alors il a surtout pas pris de bateau et il est resté sur le quai. Et c'est le seul voyage qu'il ait fait. Mais par contre, il avait des apôtres. Et alors, il était doué comme personne pour dire à ses apôtres, allez en Indonésie, allez en Afrique du Sud, vous verrez, vous ne courez aucun risque. La marine aujourd'hui est sûre. Mais lui n'avait jamais mis le pied sur un bateau. Et ses apôtres lui ramenaient, prenant eux de très gros risques, des plantes et des animaux en provenance du monde entier, ce qui lui a permis d'écrire et de baptiser des milliers d'espèces végétales et animales, sans quitter Uppsala, en Suède, où il a passé en gros toute sa vie, moyennant quelques petits voyages en Allemagne et en Angleterre. Alors, après lui, l'histoire naturelle revient en France. Il faut bien que nous ayons quelques mérites, avec une célèbre famille qui est connue grâce à ce qu'elle nous a laissé comme bâtiment à Paris. Je cite les facultés de Jussieu, qui sont les bâtiments les plus laids qu'on ait construits en France au cours des 50 dernières années et qui tombent en gros en ruine, comme d'ailleurs Orsay aussi, puisqu'on a construit pour 30 ans, que les 30 ans sont passés et que tout ça est dans un état lamentable, comme vous le voyez en lisant vos journaux. En plus, Jussieu s'est amianté, mais il est quand même important de savoir que Jussieu doit son nom à la famille des Jussieu, qui était une famille de pharmaciens dont le père tenait une officine à Lyon. Les enfants sont tous montés à Paris, ils sont tous devenus botanistes. Et ils ont tous eu des aventures extraordinaires. Antoine, par exemple, a reçu de Louis XIV, qui l'avait reçu d'Amsterdam, les tout premiers pieds de café qui sont rentrés en France en provenance d'Indonésie, car l'Indonésie appartenait aux Hollandais. Alors on n'a pas su quoi faire avec ces pieds de café qui ne poussent pas en France, naturellement. Et on a eu l'idée de les faire pousser aux Antilles. Il fallait donc porter les boutures de café aux Antilles, parce que les graines ne conservent pas leur pouvoir germinatif longtemps et n'auraient pas tenu au cours de la traversée. Alors Antoine a confié à un navigateur les 3 boutures de caféiers qu'on avait reçues d'Amsterdam. Et puis, les bateaux sont arrivés à ce qu'on appelait le poteau noir, c'est-à-dire une zone de l'Atlantique entre les alizés du Nord et les alizés du Sud où il n'y a pas de vent du tout. Et puis les bateaux se sont arrêtés. Et on a eu toutes les peines du monde à arroser les petites boutures. Alors le hardi navigateur a partagé sa ration d'eau. Et il a sauvé une bouture. Et il y a donc une bouture de café qui est arrivée aux Antilles, qui s'est propagée et qui a donné les premières cultures de caféiers aux Antilles, par conséquent en terre française. Le frère Bernard, lui, il nous a rapporté d'Angleterre, cette fois-ci, le premier cèdre qui venait naturellement du Liban et qui était arrivé au Jardin botanique royal de Kew, qui existait déjà à l'époque. Alors les cèdres, il les a rapportés dans un pot. Et puis il a été porter son pot au Jardin du Roi, qui est devenu le muséum, le Jardin des Plantes. Et puis il a été heurté par un carrosse. Alors il est tombé et il a cassé le pot. Alors il a pris son chapeau, il a ramassé la terre sur le bord du chemin, de la route, de la rue, c'était des rues pavées. Il a remis la terre dans son chapeau, il a replanté le cèdre, et ce cèdre est quand même arrivé en bon état au Jardin des Plantes, où il est là toujours, c'est le fameux cèdre de Jussieu. Il a maintenant 250 ans, et c'est le plus vieux cèdre de France. Et puis alors il y a aussi l'étrange personnage qui a pris beaucoup de risques, le malheureux, qui est Joseph de Jussieu.
Alors c'était le raté de la famille. On aurait aussi pu lui consacrer un pétale raté sur une fleur, comme l'avait fait Linné pour Comelin. Alors il n'était pas très malin, brave et pas malin. Et il gênait un peu ses frères dans les réceptions mondaines à la cour en particulier, où il disait des bêtes choses. Alors on a dit qu'il ferait mieux d'aller aux Amériques. Et comme il y a eu une grande mission prévue aux Amériques pour aller calculer la longueur d'un arc de méridien en Équateur, on l'a envoyé avec cette expédition en Amérique. Donc il a débarqué en Amérique pour faire de la botanique en Amérique. Et il s'intéressait au quinquina parce que ses frères lui avaient dit il faut quand même qu'on finisse par savoir quel est l'arbre qui produit cette écorce avec laquelle on soigne le paludisme, appelé à l'époque la malaria. Alors il a cherché les quinquinas. Il savait qu'il y avait des quinquinas à Loja, parce que les écorces, elles revenaient de Loja. Mais il avait un autre projet. Alors il a été imprudent et il a dit à un membre de la même expédition, qui était un physicien, comme tu passes par Loja, essaie de repérer les quinquinas et puis tu me diras comment ils sont. Il a fait exactement le coup du roi Hérode avec les rois mages. Alors de la Condamine est arrivé à Loja, a repéré les quinquinas, a coupé des branches, a pris des écorces, a tout envoyé à Linné. Et Linné a fait la première description des quinquinas, sans mentionner le pauvre de Jussieu qui n'y pouvait aimer, puisque toute la gloire de cette découverte a été due à de la Condamine, qui a publié dans déjà les académies royales de l'époque une description du quinquina. Alors Jussieu s'est fait avoir. Il était médecin aussi. À l'époque, les botanistes et les naturalistes, ils étaient pratiquement tous médecins, et en même temps, ils avaient tous eu envie à un moment donné de devenir curés. Ça, c'est aussi une chose très générale dans la profession. Nous sommes tous pareils, moi aussi, on a tous été comme ça. Les Jussieu, Linné, Darwin, tous sans exception, avaient tous plus ou moins envie d'être curés, d'envie d'être médecins, et ils ont fini par être naturalistes. C'est très bien porté dans le métier. Alors il était médecin et il y a eu une épidémie de variole. Et il était quand même très malin, ce Jussieu, parce qu'il s'est aperçu que n'attrapait la variole que ceux qui ne l'avaient pas eu petit. Donc il s'est dit, quand on a la variole une fois, on ne l'attrape pas deux fois. Et il a eu l'idée de prendre des pustules, un petit bout de pustule, et de la mettre sur des individus sains pour qu'ils aient une petite variole qui ne donne pas une grande variole. C'était l'invention de la vaccination. Et il a raconté ça bêtement à de la Condamine, qui s'est empressé de publier ça sous son propre nom, toujours à l'Académie royale des sciences de l'époque, et Jussieu donc a été eu une deuxième fois. Mais il ne savait pas, il priait beaucoup, il était naïf, donc il se faisait plumer. Et de la Condamine est revenu, lui, en Europe plutôt que Jussieu qui est resté là-bas. Il a traversé l'Amazonie, il n'a pas trouvé les Amazones qu'il cherchait, c'est-à-dire les femmes guerriers, mais il a trouvé le caoutchouc. Il a quand même trouvé quelque chose par lui-même. Et il est revenu avec un immense projet, c'était de raconter ces hauts faits, le quinquina, la vaccination et tout ça, dans une relation qui eût été très médiatique de cette fameuse expédition des académiciens en Amérique du Sud. Et il a commencé à rédiger. Et puis là, il s'est fait coincer, il a été puni par où il avait péché, parce qu'un autre académicien a publié avec force détail les comptes rendus de l'expédition, et c'est lui qui en a tiré toute la gloire, et de la Condamine n'a tiré aucune gloire du tout. Alors il est mort de dépression, c'est extraordinaire, mourir de dépression, parce que son ego avait été malgré tout mis à mal à la suite de cette aventure. Alors nous sommes maintenant arrivés au XVIIIe siècle, et le tableau de la France dont nous sommes si fiers au XVIIIe siècle, c'était pas brillant. Au XVIIe siècle, l'Espagne et le Portugal occupaient toute l'Amérique du Sud. Ah, nous, on occupait la Louisiane, que nous avons perdue en cours de route puisque nous l'avons vendue plus tard. Les Hollandais, ils occupaient toute l'Afrique du Sud et toute l'Indonésie. Les Anglais occupaient toute l'Inde et nous n'occupions rien du tout. Donc, il a fallu se manier un peu et Louis XV
a dépêché une expédition pour faire le tour du monde et pour trouver quelques petits endroits où nous pourrions nous aussi être chez nous. Et ce tour du monde a été confié à un navigateur célèbre qui s'appelle Bougainville, qui emmène avec lui un botaniste célèbre qui s'appelle Philibert Commerson. Ils arrivent à Rio, ils se font horriblement mal voir, jetés par le gouverneur Et étant cette belle plante que vous connaissez tous et que Commerson a dédiée à son chef d'expédition, Bougainville. Puis ils continuent leur périple, ils passent par le détroit de Magellan, connu déjà à cette époque grâce aux Portugais, et ils traversent le Pacifique et ils arrivent sur une île merveilleuse. Les Anglais y sont passés l'année avant. Et alors Commerson nous fait une relation époustouflante de cette île, du style les bons sauvages, parce que c'est l'époque de Rousseau. Alors ces sauvages leur font une fête extraordinaire, leur piquent les mouchoirs, leur piquent les montres, leur piquent un certain nombre d'objets, parce qu'il n'y a pas le sens de la propriété. C'est un monde merveilleux et tout à fait extraordinaire, pas le monde capitaliste qui existait déjà et qui n'a fait que croître et embellir, comme chacun peut voir. Et puis les Tahitiens font surtout la fête aux serviteurs de Commerson, une fête bizarre. Ils l'entourent, ils se moquent de lui, ils lui piquent ses habits, ils le mettent à poil, et ô stupeur, c'est une femme. C'est une femme qui avait réussi, déguisée en homme, parce que sur les bateaux de la Royale, il n'y avait pas de femmes à l'époque, il y en a seulement depuis 10 ans. Cette femme déguisée en homme avait réussi à traverser la moitié du tour du monde. Alors la question s'est posée, qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'avait pas le droit de monter sur un bateau. Mais Bougainville a pris ses responsabilités en tant que chef d'expédition. On l'a laissée cette fois-ci habillée en femme et elle est devenue la gouvernante, cette fois-ci de Commerson, et elle a continué le tour du monde. La prochaine escale, c'était à l'île Maurice, qui s'appelait l'île de France à l'époque, où là, Commerson débarque parce qu'il devient l'adjoint d'un personnage célèbre qui est Pierre Poivre, dont j'ai raconté en détail l'histoire dans le livre sur les épices, qui se trouve être l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle de Patrick Poivre d'Arvor, et qui est à l'origine de sa carrière, parce que Patrick en question a commencé sa brillante carrière médiatique en faisant un reportage sur son arrière-arrière-arrière-grand-père pour France Inter, ce qui a fait qu'il a été embauché à France Inter et que de fil en aiguille, il est devenu le journaliste télévisuel que vous connaissez. Alors il reste donc Commerson avec Poivre, et par contre, sa gouvernante le laisse en plan, elle s'appelle Jeanne Barré, et elle continue le périple, et elle devient alors, à son retour en France, la première femme à avoir fait le tour du monde. Commerson, au contraire, après des recherches tout à fait passionnantes à Madagascar, meurt sans retrouver le sol de France, et découvre en tout cas la riche biodiversité de Madagascar. Alors ce tour du monde a eu un petit succès, si l'on peut dire. Bon, on n'a pas trouvé grand-chose. Bon, on a ramené dans les salons un Tahitien qui a fait fureur. Et puis quand il n'intéressait plus personne, on l'a mis dans un zoo. C'était pas très, très gentil pour lui. Il est mort dans des conditions lamentables, ce malheureux Tahitien. Et puis on n'a pu parler ni de Bougainville, ni de Commerson, ni du Tahitien, parce qu'on n'a plus parlé que du capitaine Cook, qui lui a fait alors un tour du monde réussi, dont tout le monde parle, dont tous les gosses ont entendu parler, avec un botaniste extraordinaire, qui est M. Banks, dont personne n'a entendu parler. Tous les Anglais connaissent M. Banks. Aucun Français ne connaît M. Banks. M. Banks, c'est un naturaliste qui fait partie de l'expédition du capitaine Cook et qui donc entreprend un tour du monde. Et alors, de ce tour du monde, il ramène une quantité énorme de choses. Il ramène pour la Côte d'Azur ici les eucalyptus et les mimosas. Il ramène d'Australie aussi les kangourous. Comme il a une vision très universaliste de la science, il offre un kangourou au zoologiste Broussonnet à Paris. Le kangourou arrive à Paris, croit-on, le 10 juillet 1789. C'est une époque où les Français n'avaient pas les kangourous dans leur tête.
Ils avaient plutôt la Bastille dans la tête à l'époque. Alors le kangourou s'est perdu, personne ne sait où il a atterri, ni ce qu'on en a fait. Et puis ça a été la Révolution et on a oublié M. Banks et le kangourou. Mais M. Banks, c'est une grande image de l'histoire naturelle. C'est un personnage hors pair parce qu'il a eu une idée, et une idée qui est toujours d'actualité, c'est que les sciences ne devaient pas s'embarrasser des querelles et des conflits d'intérêts des puissants. Et que ce n'était pas parce que l'Angleterre et la France étaient en guerre qu'il fallait que les scientifiques français fassent la guerre aux scientifiques anglais. Et qu'il existait une communauté scientifique internationale qui allait au-delà de ces querelles et qui devait garder, raison garder et garder sa sérénité au-delà des avatars que les princes ont entre eux et tout leur combat et tout leur règlement de compte sur le terrain par le moyen de la guerre. Et alors il a appliqué cette manière de voir. Il s'est avéré très fair-play, expression britannique, parce que l'un de nos bons botanistes, qui avait le délicat nom de Monsieur Houtou de la Billardière, s'était embarqué sur une expédition pour faire aussi le tour du monde. Seulement voilà, le chef d'expédition, il était royaliste et Houtou, il était révolutionnaire. Alors cette expédition, ça a été un enfer absolu. Et puis tout a craqué quand ils sont arrivés à Batavia en Indonésie. Et puis les Hollandais, étant du côté des princes émigrés, donc des Européens anti-français, anti-révolutionnaires, ont coffré le Houtou de la Billardière comme révolutionnaire et ont coffré aussi ces herbiers qu'il avait récoltés en Australie, aux mêmes endroits que Banks avait fréquenté quelques années plus tôt et où il avait lui aussi herborisé. Et puis, ces herbiers ont été vendus à des Hollandais, qui les ont revendus à des Anglais, et puis finalement, ils ont atterri dans ce qu'on appelait le cabinet, parce qu'on ne disait pas laboratoire, de M. Banks. Alors, M. Banks a vu des caisses étiquetées venant des endroits où il avait lui-même travaillé. Alors, il a eu une envie terrible de les ouvrir et de voir ce qu'il y avait dedans, et de voir si Houtou avait trouvé les mêmes choses que lui. Mais il ne les a pas ouvertes, et quand le malheureux Houtou, après quelques années de prison à Batavia, est revenu en France, eh bien, très fair-play, Banks lui a renvoyé ses caisses, pas ouvertes, et ainsi il a reconnu que les scientifiques doivent être respectueux les uns des autres, même lorsque les uns sont révolutionnaires comme Houtou et les autres pas du tout comme Banks, car il était plutôt un penseur classique. Il a rendu à l'Angleterre un service extraordinaire parce qu'il a sauvé, figurez-vous, d'un péril terrible, l'Académie royale des sciences anglaises. À l'Académie royale des sciences anglaises, on débattait d'un fameux problème de physique, à savoir les paratonnerres que Franklin venait de découvrir. Devaient-ils se terminer par une pointe, comme le prétendait Franklin, ou par une boule, comme prétendaient plusieurs physiciens anglais? Franklin avait trahi l'Angleterre puisqu'il avait choisi la nationalité américaine après la guerre d'indépendance, donc il était horriblement mal vu. Si bien que les partisans des boules étaient aussi forts dans l'Académie que les partisans des pointes. Et la guerre entre les partisans des boules et les partisans des pointes a été tellement violente que le président de l'Académie a dû démissionner. Et alors on a cherché quelqu'un qui pourrait remettre la paix. Et on a trouvé M. Banks. Et M. Banks, avec une immense diplomatie, a dit que les paratonnerres à boules n'étaient pas plus mauvais que les paratonnerres à pointe et qu'on pouvait donc imaginer des paratonnerres à pointe et des paratonnerres à boules. Et ainsi, l'Académie des sciences s'est reconstituée et elle a honoré M. Banks pendant 40 ans, car pendant 40 ans, il a été le président de cette noble Royal Society qui, aujourd'hui, comme vous le savez, existe toujours. Et alors après apparaît encore un grand personnage qui n'est pas très connu en France, mais que cette fois-ci tous les Allemands connaissent. C'est Alexander von Humboldt. Et il nous aimait bien, von Humboldt. Il aimait l'esprit des Lumières, à la française. Il était même présent à la fête de la Fédération en 1790 sur le Champ de Mars. Et il a beaucoup écrit, jeune déjà, et ensuite, ayant travaillé au Muséum d'histoire naturelle qui venait de prendre ce nom-là,
juste après la Révolution. Il a mené une très grande expédition en Amérique du Sud, de très très loin la plus importante, puisque dans certains pays d'Amérique du Sud, on a pu voir un botaniste depuis son époque. Et il a eu cette idée qu'il y avait effectivement de l'ordre dans la nature, et que les plantes n'étaient pas disposées au hasard, et que les animaux non plus, et qu'il devait y avoir des milieux et des stratifications, par exemple, en fonction des variations de température lorsqu'on monte de la base d'une montagne jusqu'à son sommet. Ainsi a-t-il inventé le concept de phytogéographie. Il était très influencé par la pensée de Goethe. Cette idée d'un ordre dans la nature était très présente dans la pensée allemande. C'est d'ailleurs encore un Allemand, Haeckel, qui a défini l'écologie. De sorte qu'il est opportun de rappeler ici, cet après-midi, que l'écologie est essentiellement une idée originaire d'Allemagne, à travers Goethe, à travers von Humboldt et à travers Haeckel. Et que nous en sommes évidemment ici les héritiers. Ceux d'entre vous qui connaissent Tenerife et la vallée de la Orotava, il a été très très frappé par les étages de végétation successifs. Tout en bas, il y avait déjà des bananiers à son époque, et puis juste au-dessus, il y a l'étage subméditerranéen avec des bruyères arborescentes, puis ensuite il y a l'étage des pins, puis ensuite il y a l'étage des genêts, puis ensuite il y a l'étage des violettes, puis ensuite il n'y a plus rien du tout, et on est au sommet du Teide. Il a bien décrit ces étages successifs, et il a fait le même travail au Chimborazo, qui était connu comme étant reconnue, réputée la plus haute montagne du monde en Amérique du Sud, en Équateur. Il est monté jusqu'à 6000 mètres de haut. Il a failli se tuer, prenant des risques, c'est le cas de le dire, dans une crevasse. Il n'a pas atteint tout à fait le sommet, mais il est devenu médiatiquement l'homme le plus haut du monde. Et lorsque cette campagne qui a duré 6 ans en Amérique du Sud, avec d'innombrables découvertes de plantes, d'animaux, il est accompagné par un Français qui s'appelle Bonpland, c'est terminé, il a été reçu vraiment d'une manière très très glorieuse à Washington par le président Jefferson. Il a été une des grandes gloires de son époque. C'est tout à fait surprenant que nous le connaissions si mal. Il avait un frère, prussien comme lui. C'était pas Alexandre, c'était Guillaume le frère. Et Guillaume avait réinventé de fond en comble les universités allemandes. Et c'était venu à l'oreille de Napoléon. Et Napoléon a dépêché son ministre Fontane pour aller voir comment les Allemands s'y prennent pour faire des universités. Et quand Fontane est revenu, il a créé l'université française telle qu'elle a existé entre Napoléon et 1968. Pendant toute cette époque, l'université était napoléonienne, mais en fait, elle sortait de la matrice de la réflexion et de la pensée de Guillaume von Humboldt, qui a été de ce point de vue aussi un grand précurseur. Alors maintenant, nous arrivons dans la partie terminale, qui est la partie sérieuse et qui va devenir de minute en minute de plus en plus grave, puisque je vais évoquer, pour finir cette galerie de portraits, le dieu des sciences naturelles, le pape des sciences naturelles, Charles Darwin. Alors aborder Charles Darwin, c'est compliqué. Parce que, premièrement, si vous êtes un jeune chercheur, vous ne ferez pas de carrière si vous n'encensez pas Charles Darwin. C'est une obligation absolue. Éventuellement, il faut faire partie de tel ou tel syndicat selon les universités, mais si vous êtes dans le bon syndicat et que vous encensez Charles Darwin, vous êtes sûr de faire carrière. Mais si vous ne faites pas ni l'un ni l'autre, vous êtes sûr de ne pas faire carrière du tout. Charles Darwin, c'est vraiment le monument des sciences naturelles. Et c'était évidemment un génie. Alors il a trouvé quelque chose de très simple, il a trouvé que les plantes, les animaux, parfois, ils variaient. Il avait observé que des fois sur un arbre avec des fleurs blanches, il y avait une branche avec des fleurs jaunes. Il y avait une variation, qu'elle était héréditaire. Et il avait observé aussi que, comme il y avait des variations, tout le monde ne résistait pas de la même manière à la pression du milieu et que le milieu triait dans ces variations ce qui était le meilleur, le plus fort, le plus adapté, et que le reste était petit à petit éliminé, et que c'est ainsi que procédait la vie, c'est-à-dire l'évolution. C'est ça le darwinisme. C'est ça que Darwin nous a dit, après avoir fait un grand voyage aux Galapagos.
l'œuvre de Darwin a connu un succès tout à fait colossal parce qu'il remettait en question ce qui était écrit dans la Bible. C'était que l'homme et la femme avaient été créés dans un jardin, que les animaux avaient été créés après, mais juste avant, le chapitre avant le premier, parce que ça c'est le deuxième, on disait que les animaux avaient été créés avant. Bien que si on était très attentif, on voyait que la Bible se contredisait, mais ceci n'avait, semble-t-il, frappé personne. Lui a dit autre chose. Il a dit l'évolution a fait monter les espèces petit à petit en complexité, sélectionnant ce qui était le mieux adapté, éliminant le reste, et dans le phylum des primates, des grands singes, on finit par émerger les êtres humains dans un livre assez célèbre qui s'appelle L'ascendance de l'homme. Alors ça fait une révolution extraordinaire dans la monarchie victorienne, dans l'Angleterre victorienne. Et tout d'un coup, tout s'est effondré, enfin tout ce qu'on croyait, toutes les vérités éternelles révélées étaient remises en cause. Et dans un salon, une lady anglaise, ayant entendu ça, s'est écriée « Mon Dieu, pourvu que Darwin se soit trompé. Et si par malheur il ne s'était pas trompé, pourvu que la chose ne s'ébruite pas. » La chose s'est considérablement ébruitée, et nous apprenons maintenant, mais nous le savions déjà par le film L'Odyssée de l'espèce, que nous descendons en effet des lignées plus anciennes de primates. Ce qui fait d'ailleurs que, faisant une conférence à Thionville le lendemain, j'ai reçu 3 petits morceaux de papier et tous les 3 me demandaient, mais alors si c'est comme ça que ça marche, la Bible raconte des blagues. Donc ça a quand même troublé beaucoup les gens, et c'est embêtant que ce genre de film ne soit pas suivi par des débats intelligents. C'est ce qui manquait fondamentalement à la présentation de ce film, par ailleurs fort bien fait. Il a rendu ainsi sa femme très malheureuse, parce que sa femme l'aimait. Et puis c'était pas une garce comme celle de Linné. Mais il l'a regretté après. Et il a dit, je ne sais pas si j'ai bien fait d'avoir raconté tout ça. Et puis il a été, sur ses vieux jours, très critique à l'égard de ce qu'il avait écrit dans l'origine des espèces. Et il s'est demandé si l'évolution ne pouvait pas se faire non plus par acquisition de caractère, comme un certain Lamarck l'avait dit. Et donc sa réflexion s'est approfondie, et s'est élargie. Et il est sorti du petit moule où on l'a soigneusement enfermé aujourd'hui. Car le Darwin que connaissent la plupart des jeunes chercheurs que j'ai évoqués tout à l'heure n'est pas le vrai Darwin qui, étant un homme puissamment intelligent, a donc puissamment réfléchi. Et ne s'est pas contenté des simplifications de sa pensée que l'on fait aujourd'hui. Et puis ce très grand homme, il s'est trompé. Voilà-t-il pas qu'il a commis un livre entier, qu'aucun darwiniste ne connaît naturellement, sur les orchidées, qui a été traduit en français et que j'ai lu d'un bout à l'autre. Et alors il a étudié en particulier les orchidées mimétiques, les orchidées dont un pétale se met à ressembler à un insecte, de sorte que le vrai insecte, croyant voir une femelle, se précipite dessus, s'agite, fait tomber le pollen sur son dos, puis quand il voit sur une autre fleur de nouveau un pseudo-insecte, il y retourne et il y dépose son pollen. C'est un mécanisme de pollinisation extrêmement sophistiqué et extrêmement astucieux. Et Darwin consacre plusieurs pages à ce qu'il voit, mais il ne comprend pas ce qu'il voit. Et il pose cette question, pourquoi cette fleur est-elle devenue si vilaine? Ça doit expliquer son mode de pollinisation. Elle n'a pas compris. Parce que le pape peut se tromper, chers amis. C'est ça qui est intéressant quand on regarde Darwin. Il s'est trompé là-dessus. Il n'est pas la vérité révélée, la fin ultime de la biologie. Non, il est une très grande étape dans l'histoire des sciences, mais que nous avons divinisé et qu'il faut aujourd'hui relativiser. Parce que nous avons aujourd'hui des quantités de faits qui n'arrivent pas à être expliqués seulement par le Darwin tel qu'on l'exprime à travers les variations et la sélection naturelle.
Et puis ensuite, quand il est plus vieux, voilà qu'il se plaint de s'être bousillé la tête. Et il dit qu'il est devenu complètement imperméable à la poésie, à la musique, qu'il ne s'intéresse plus à rien, qu'aux sciences, et qu'il est sec comme un vieux morceau de bois, dit-il. Et il regrette beaucoup d'avoir consacré si peu de temps à ce qui élève l'âme, à savoir l'art, la poésie, la beauté. Il a fait fonctionner son cerveau gauche, mais on ne savait pas à l'époque qu'il y avait un cerveau gauche et un cerveau droit, mais il a négligé son cerveau droit. Et il le regrette amèrement. Et c'est sur un ensemble de regrets, d'interrogations et de curiosités toujours vives qu'il s'éteint, après une vie évidemment très riche en travail, car il a laissé une œuvre colossale, ce Darwin. Mais je pense que ce n'était pas la fin de l'histoire, pas plus que le libéralisme à l'américaine, né, comme on l'a dit ces quelques dernières années, la fin de l'histoire. Il y a une histoire après la fin de l'histoire. Et il y a de la biologie encore après Darwin. Et probablement découvrira-t-on des modes de fonctionnement et des processus qui ont contribué à l'évolution et que Darwin ne pouvait pas imaginer. Je vais en évoquer un seul que Darwin ne pouvait évidemment pas imaginer puisqu'il ne connaissait pas les gènes. On sait maintenant que les plantes s'échangent et les animaux aussi des gènes et que naturellement il peut y avoir des transferts horizontaux de gènes, si bien qu'il peut y avoir des modifications d'espèces en dehors de toute sexualité, des échanges de gènes en dehors de toute sexualité. C'est sûrement un des processus très importants de l'évolution. Ce qui est tout à fait mystérieux, c'est que je ne le vois écrit nulle part, et que les gens qui font la biologie moléculaire ne travaillent pas sur l'évolution, et que les connaissances ne passent pas d'un morceau de la science à un autre morceau, et que ce qui fait peut-être le mérite de l'écologie, c'est d'essayer d'avoir une vision globale des choses, et de regarder à la fois et la biologie moléculaire et l'évolutionnisme et la paléontologie et les sciences naturelles et d'essayer de faire des synthèses et de comprendre alors que l'évolution ne peut s'expliquer que par une multiplicité de processus dont la transgénèse est l'un des derniers que nous ayons découvert et qui est sûrement très explicatif d'un certain nombre de mécanismes que le darwinisme n'explique absolument pas du tout. Je ne veux pas m'étendre, car il est tard maintenant, sur ce point précis, mais je voudrais simplement ouvrir le débat et vous dire que nous sommes toujours au début de la science et que nous avons toujours tout à découvrir, arrogants que nous sommes, de faire semblant que nous avons tout découvert. Je trouve cette arrogance très grande chez beaucoup de biologistes moléculaires qui pensent qu'en séquençant les génomes, ils mettent un terme à l'histoire des sciences et de la biologie en particulier. Et parce qu'ils ont maintenant la possibilité de transférer les gènes d'un endroit du génome à un autre ou d'un génome à un autre génome, ils ont tendance, comme des apprentis sorciers, à se croire tout-puissants. Et j'évoque cet Américain qui a publié récemment dans une revue scientifique la possibilité qu'il a désormais de faire des chimères, c'est-à-dire d'inventer des formes de vie entièrement nouvelles, des êtres vivants entre guillemets de synthèse, dont on associerait les gènes à volonté pour voir ce que cela donne. Nous sommes en puissance, par conséquent, de devenir les docteurs Faust et les apprentis sorciers du monde futur, parce qu'en effet, nous avons quelques connaissances concernant la génétique. Mais génétique, ça rime avec éthique. Et il est bien évident que l'éthique doit maintenant prévaloir. Et prévaloir en particulier sur la génétique. Et on en parle beaucoup au moment où on évoque, comme vous l'avez vu ces derniers temps, le clonage. Et la conclusion, c'est que Rabelais avait tout à fait raison de dire que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est toute la problématique actuelle de la biologie, en tout cas dans laquelle nous baignons et dans laquelle nous vivons tous les jours. En terminant, je rendrai hommage à Théodore Monod, qui est le dernier des très grands savants et aventuriers qui ont parcouru le monde, qui connaissaient l'histoire naturelle, qui connaissaient les animaux, les plantes, les insectes, la géologie, l'ethnologie, l'éthologie, l'anthropologie, et qui était un savant. Nous n'avons pas beaucoup de respect pour les savants. Nous avons du respect pour les chercheurs.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les chercheurs sont souvent très spécialisés sur un domaine très pointu, ils ne sont pas forcément très savants. Alors comme je fais une astuce de temps en temps, je vous l'ai fait l'année dernière, mais je la ressors aujourd'hui, vous savez que mieux qu'un chercheur, il y a un jeune chercheur, qui est plutôt meilleur qu'un vieux chercheur. Une équipe de jeunes chercheurs, c'est mieux qu'un jeune chercheur tout seul. Une équipe de jeunes chercheurs américains, c'est la vérité qui tombe du ciel ou qui sort du fond du puits. Si une équipe de jeunes chercheurs américains déclare que la Terre est carrée, vous finirez par le croire que la Terre est carrée, car une équipe de jeunes chercheurs américains ne peut ni nous tromper, ni nous se tromper, comme on disait dans le catéchisme autrefois en parlant de Dieu le Père. Évidemment, une équipe de jeunes chercheurs afghans, ça n'a pas le même prestige. Mais nous sommes très, très médiatisés sur la mythologie du chercheur. Alors moi, je voudrais restaurer le respect du savant. Et Théodore Monod, c'était vraiment un savant. Et peut-être était-il le dernier de sa génération, parce que je ne sais pas où vont aujourd'hui les sciences naturelles. Apparemment, elles ne vont nulle part. J'ai lu la semaine dernière qu'une entreprise de Strasbourg, qui est engagée sur des pistes de recherche extrêmement intéressantes consistant à trouver des antibiotiques dans des insectes sous forme de peptides. Parce qu'on ne trouve plus de nouveaux antibiotiques dans les bactéries et dans les champignons. Et parce que de plus en plus de germes pathogènes deviennent résistants aux antibiotiques. Et qu'il faut absolument de nouveaux antibiotiques. Et qu'il ne faut surtout pas gaspiller les antibiotiques existants, c'est-à-dire les prescrire à mauvais escient, ce qui rend les germes résistants et ce qui ne guérit pas les maladies. Donc il est important de se diriger vers de nouveaux antibiotiques potentiels qui viendront peut-être des insectes dans 10 ans, car ce sont des recherches qui ont débuté il y a 4 ans. Et alors il a fallu donc chercher quelqu'un qui connaît ces insectes. Ça a été terriblement difficile. On ne trouve pas un jeune Français qui est capable de reconnaître un insecte. C'est extraordinaire, on a embauché un Anglais. Parce qu'apparemment, il n'y en avait pas un seul sur le territoire de la République. Et que nous allons peu à peu vers l'exclusion des sciences naturelles, des universités, comme Colbert en avait exclu à son époque l'astrologie et l'alchimie. Et qu'il n'y a plus dans les universités une science des plantes. Et que ceux qui connaissent les plantes, ce sont les gens qui sont dans les conservatoires botaniques, privés ou publics, et qui d'ailleurs organisent en quelque sorte des orphelinats de plantes, c'est-à-dire récoltent dans le monde entier des plantes menacées de disparition rapide, que l'on déplace et que l'on transporte dans ces conservatoires pour les garder. Et on peut donc dire que les plantes se réfugient dans des orphelinats ou dans des jardins que l'on crée pour elles parce qu'elles ne sont plus aujourd'hui, ni les animaux d'ailleurs, dans les universités et qui n'existe plus de biologie animale et de biologie végétale, comme ce fut le cas autrefois. Nous avons été les uns et les autres remplacés par des spécialistes de génie génétique et de biologie moléculaire, ce qui tout de même est un paradoxe singulier au moment où l'on veut défendre à tout prix la biodiversité, comme Nicolas l'évoquait à juste titre tout à l'heure. Il avait raison de dire que si les forêts tropicales ont disparu d'ici 40 ans, il y aura la moitié de la diversité qui aura disparu avec elles. Il aurait pu ajouter que les Indiens auront disparu eux aussi, que le savoir des Indiens aura disparu lui aussi, et que ce savoir, évidemment, déjà aujourd'hui, n'est plus transmis, et que par conséquent, l'humanité perdra un patrimoine naturel et culturel colossal. Et on ne s'en apercevra même plus si des gens comme nous et comme vous et comme tant d'autres ne restent pas vigilants, comme on dit, être vigilants, la veille écologique, veiller sur ces espèces menacées et qui disparaissent et qui ne sont plus considérées souvent par les scientifiques d'aujourd'hui, qui seront nos remplaçants demain. On ne sait pas tout qui se désintéresse vraiment de ces espèces. L'idée qui préside aujourd'hui à l'approche de ces espèces sauvages, c'est de les récolter partout dans le monde avec tout ce qu'on en dit concernant leurs propriétés médicamenteuses, aromatiques, thérapeutiques, et de les conserver dans des multinationales
pour avoir des banques de gènes et pour s'approprier par conséquent ces espèces. Et nous risquons aussi de voir cette chose effrayante, plantes disparaissant dans la nature, mais servant de matériaux de base pour la fabrication de plantes synthétiques ou artificielles, qui seraient les OGM du futur, ce qu'on appelle la nouvelle génération, la troisième génération d'OGM. Ce sont tous les risques qui sont encourus ici. Et là, nous sommes cette fois-ci vraiment dans le sujet que nous allons ouvrir à la fin de cette conférence. C'est les risques qui nous menacent. Parmi les risques qui nous menacent, il y a évidemment celui-ci, de voir de plus en plus se racornir autour de nous la nature, avec des pertes qui nous toucheront, non seulement du point de vue de nos besoins en tant que scientifiques ou pour faire fonctionner l'économie, mais aussi des liens affectifs qui nous unissent au monde des bêtes et au monde des plantes, et de voir en même temps des apprentis sorciers fabriquer des monstres dont on ne sait pas d'ailleurs quel déséquilibre ils produiront lorsqu'ils seront lâchés dans la nature. C'est un des risques tout à fait sérieux qui ont été évoqués à propos des OGM. Et comme nous avons terminé par ce risque, je crois qu'on peut dire maintenant que pour de bon, les journées 11e du nom de Cavaillon sont ouvertes, en m'excusant d'avoir flirté avec le sujet sans l'avoir vraiment abordé qu'à la fin. Mais la fin ouvre sur la suite et il y a une fin après la fin de cette conférence. Merci, chers amis.